Bonjour, aujourd'hui on fait une vraie plongée dans les coulisses géopolitiques du jeu de société. Oui, on va revenir sur notre article en fait, celui qu'on a publié ce vendredi 20 février 2026. Exactement. Le but, c'est d'analyser cette fameuse décision de la Cour suprême américaine, celle qui a invalidé les tarifs douaniers de 145% sur les jeux fabriqués en Chine. Et tout ça de manière très factuelle, sans prendre parti, parce que bon, voir de simples boîtes en carton au cœur d'une bataille d'État, c'est fascinant en soi. Ah ça oui, on se demande comment on a pu en arriver à une taxe d'importation aussi écrasante, quoi. Ben, à la base, on a ce décalage total entre la volonté politique de tout relocaliser et la réalité purement matérielle. Parce qu'actuellement, presque 70% de ces jeux viennent d'usines asiatiques hyper spécialisées. Comme Panda Manufacturing par exemple. Voilà, Panda. Et l'Occident n'a juste pas du tout l'infrastructure pour sortir massivement des composants complexes à un coût raisonnable. On parle de matériel très spécifique, les fameux petits œufs en plastique de Wingspan ou... Ou les plateaux double couche, des choses impossibles à fabriquer localement du jour au lendemain. L'illusion du Made in America s'est vraiment heurtée à ce mur industriel. Mais ce qui a mis le feu aux poudres, c'est la méthode de l'administration pour forcer cette relocalisation. Ils ont invoqué l'IESPA pour imposer cette taxe de 145%. Une loi des années 70, prévue à l'origine pour gérer le terrorisme et les urgences nationales. C'est ça la grosse dissonance de l'affaire. Utiliser un texte pensé pour la sécurité nationale afin de taxer des biens de consommation courante. Des jeux de plateau, oui, c'est une manœuvre légale extrêmement inhabituelle. Et les conséquences sur le terrain ont été directes. Pendant les recherches pour écrire notre article, le cas de Stonemaier Games s'est vraiment imposé, avec Jamie Stegmaier. Quelqu'un de très connu pour sa bienveillance dans le milieu ludique. C'est pas du tout un profil de militant à la base. Non, c'est clair. Mais les mathématiques l'ont forcé à mener la fronde. Pour un jeu dont la production coûte 10 $, paf, l'entreprise devait soudainement payer 14,55 $ de taxes. Pour une petite équipe de 8 personnes, ça se traduisait par une dette insurmontable d'1,5 million de dollars. C'était la mort assurée de la boîte. C'est ça, une situation qui menaçait carrément l'existence de toute cette industrie. Et c'est ce qui explique comment ce secteur de niche a pu porter l'affaire jusqu'à la plus haute juridiction. Épaulés par les avocats de la Pacific Legal Foundation, ils ont attaqué la méthode même de l'administration. Et l'argument qui a fait mouche, c'est la séparation des pouvoirs, tout simplement. Le juge en chef, John Roberts, va bien rappeler dans la décision rendue par 6 voix contre 3. Gérer les impôts, c'est le travail du Congrès. Pas du pouvoir exécutif. La Cour a estimé que l'utilisation de l'IEEPA contournait cette règle fondamentale de la Constitution. Donc la victoire juridique est indéniable, mais pour ce qui est de remplir les étagères des joueurs, l'onde de choc n'est pas du tout absorbée. Rien que la menace de cette taxe a provoqué une panique mondiale. Ça a fait exploser les coûts du fret maritime. L'impact économique redessine déjà le marché. Des titres hyper attendus comme Vantage ont dû basculer en vente directe pour amortir les frais de transport. Et ça asphyxie complètement les boutiques locales, qui perdent des ventes cruciales. D'un marge fonde, et il ne faut pas oublier les annonces récentes des gros éditeurs. Hachette et Céphalofair préviennent déjà que les prix finaux vont grimper. Du côté des créateurs indépendants, c'est pareil. Les projets Kickstarter vont inévitablement exiger des rallonges financières pour couvrir tout ça. En plus, l'annulation de la taxe ne règle pas le passé. Le gouvernement doit maintenant gérer un chaos administratif sans précédent pour rembourser les 175 milliards de dollars perçus illégalement. Tout secteur confondu, oui. D'autant que l'État a immédiatement répliqué avec un plan B. Une nouvelle taxe mondiale de 10%, déployée sur le champ pour une durée de 150 jours. L'industrie ludique a remporté une bataille énorme face à ce mur des 145%, comme on l'a souligné en conclusion de notre article. Mais la réalité logistique nous rappelle que le prix de cette instabilité se répercutera forcément sur les passionnés. La situation met vraiment en lumière l'extrême fragilité d'une passion très mondialisée. Ce qui soulève une interrogation finale pour ceux qui nous écoutent. Si la viabilité économique du jeu de société est à la merci de chaînes d'approvisionnement aussi précaires, cette crise marque peut-être la fin de l'âge d'or du matériel surproduit. C'est une vraie question. Le minimalisme et l'innovation purement locale deviendront peut-être le seul modèle durable pour continuer à jouer. Une nouvelle ère à imaginer, oui. Un grand sujet de réflexion pour clôturer ces décryptages.